la liberté de vous raconter des choses entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette diapositive? Ici, vous avez les hommes, ici, vous avez les femmes, ici, c'est la prévalence, c'est-à-dire combien de patients, combien de personnes ont une hypertension artérielle. Vous avez les blancs, comme on disait il n'y a pas si longtemps que ça, ici, les Afro-Américains, donc c'est aux États-Unis, c'est les Noirs, et puis d'autres, et puis quand vous regardez, ce qui est au-dessus, ben, c'est les Noirs. Et même quand on ajuste sur le sexe, c'est-à-dire même quand on prend en compte le fait qu'il peut y avoir des différences d'âge ou des différences de sexe, eh bien ça sort toujours, les patients noirs américains ont plus d'hypertension artérielle que les autres. C'est connu bien sûr, mais c'est quelque chose qui demeurait mystérieux jusqu'à il y a 5 ans. Deuxième point, je vais aller très vite et je vais faire simple. Quand on a une hypertension artérielle, on a ce qu'on appelle des organes cibles, c'est-à-dire des organes qui sont ciblés par cette élévation de la pression artérielle et qui sont à risque. Alors, les organes, c'est quoi? C'est le cerveau, c'est le cœur, c'est les vaisseaux, c'est les reins en particulier. Et quand on regarde l'atteinte des organes cibles, pour une même pression artérielle élevée, donc au même niveau d'hypertension, les gens qui sont noirs ont un cœur plus gros. HVG, ça veut dire un cœur plus gros, et albuminurie ont plus d'albumine dans les urines. Et puis on s'est rendu compte dans les années 50-60 que l'hypertension artérielle des sujets noirs était un peu différente. Vous savez, on vous dit, quand on a une hypertension artérielle, c'est pas bon de manger trop de sel. En fait, c'est probablement vrai, mais il y a des gens qui sont très sensibles au sel en termes d'hypertension et d'autres qui ne le sont pas ou peu. Et donc, quand quelqu'un qui a l'hypertension et qui est sensible au sel mange beaucoup de sel, sa tension s'élève beaucoup, alors que ceux qui ne sont pas tellement sensibles au sel, leur tension s'élève peu. Et on s'est aperçu que les sujets noirs avaient une tendance à être très sensibles au sel. Et donc, quand on mange un peu trop de sel, qu'on a une hypertension et qu'on est noir, la tension s'élève tout de suite, alors que ce n'est pas vrai chez les autres. Et puis, quelque chose qui est une grande tristesse encore aujourd'hui, c'est que l'hypertension artérielle, c'est plus le cas en Europe ou aux États-Unis, mais ça reste le cas en Afrique, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, c'est les cardiopathies ischémiques, les problèmes de rythme, le problème d'athérome, d'encrassement des artères. En Afrique, ça reste l'hypertension artérielle. Et puis le point qui a été mis en évidence ces dernières années, au début des années 2000, une grande étude américaine qui a montré ça, c'est que quand vous prenez un sujet noir aux États-Unis, son risque d'aller un jour en dialyse, il est faramineusement élevé, il est de 8% sur sa vie entière. 8%. Alors, il a le temps de faire d'autres choses, bien sûr, mais quand on regarde la population non noire, on n'a absolument pas ça. Donc, à partir de là, il y a eu beaucoup de théories qui ont été développées. L'une de ces grandes théories a été de dire, finalement, les sujets noirs sont en situation économique détestable, en situation sociale déplorable, ils n'ont pas accès aux soins, ils ne prennent pas les médicaments, ils n'ont pas l'éducation, et donc toute cette hypothèse économico-politico-misérabiliste, qui n'est pas du tout en rapport avec les faits, et puis une autre grande hypothèse qui a été de dire, on sait qu'il y a eu la traite négrière, on a peut-être sélectionné des gens qui étaient résistants pour traverser l'Atlantique, mais qui ont trouvé des conditions de vie, notamment en Amérique du Nord, qui font que l'élévation tensionnelle apparaît, l'hypertension apparaît, mais on ne savait pas exactement pourquoi, et si ça avait un sens de raconter un truc pareil. Et donc je vais vous raconter une version maintenant un peu plus scientifique. Vous allez voir, il y a des choses qui ont l'air compliquées, mais on va les simplifier, et vous allez voir que c'est à la fois très novateur, et ça éclaire complètement notre vision de ce que peuvent être les problèmes de santé. Alors, premièrement, quand on a une maladie rénale, un problème rénal, parfois le problème rénal s'aggrave et on va en dialyse et parfois pas. Et quand on regarde par exemple le problème de l'insuffisance rénale chronique terminale, le fait d'aller en dialyse quand on a malheureusement un HIV, eh bien, ceux qui vont le plus en dialyse, alors qu'ils ont ce problème-là, c'est les sujets noirs, pas les autres beaucoup moins. Et donc on peut dire bien finalement, il s'agit d'avoir un déclencheur, qui est une maladie quelconque au niveau des reins, qui peut être l'hypertension, qui peut être le HIV, et bien les noirs, à partir de ce moment-là, vont beaucoup plus vite en dialyse que les autres. Et c'est vrai pour une autre grande maladie qui s'appelle la HSF, que je ne vais évidemment pas détailler. Et vous avez ici l'âge qui est ici, le taux
taux d'arrivée en dialyse, et puis hispanique, blanc, asiatique, noir. Et qu'est-ce que vous remarquez? Entre 39 et 70 ans à peu près, beaucoup de gens de sujets noirs qui ont cette maladie arrivent en dialyse, et les autres qui en ont aussi, moins fréquemment, ils vont beaucoup moins. Donc là encore, l'idée générale, c'est à partir du moment où on a un déclencheur, si on est noir, on va plus vite en dialyse. Ça, c'est l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale chronique terminale. C'est des sujets de la population générale. Ce n'est pas une population sélectionnée ici. C'est des gens tirés au sort dans la population américaine. Et donc ici, vous avez l'ensemble dit des races, comme on dit aux États-Unis. Et ici, au-dessus, très au-dessus, le taux de prévalence aux États-Unis, insuffisance rénale chronique terminale. Donc là encore, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir une telle différence? Ça ne peut pas être expliqué par l'économie, la société, le travail, et je ne sais quoi encore. Pourquoi des gens qui connaissent, ceux qui connaissent le basket ou ceux qui connaissent la musique, les auront reconnus, Alone the Morning, ni NBA, Barry White, pas NBA, et bien pourquoi ces gens-là ont terminé en dialyse, puis ensuite ont été greffés pour Alone the Morning? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la grande théorie actuelle, et qui est vraiment soutenue par beaucoup de choses qui nous montrent que ça tient la route, c'est une maladie qui s'appelle la maladie du sommeil. Alors, comme j'ai l'habitude de raconter à mes étudiants, la maladie du sommeil, c'est pas ça. Ça, c'est la maladie du sommeil dans l'amphithéâtre quand je fais cours, et ils sont épuisés, dès que je commence à parler, ils s'endorment. Alors, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas ici, mais malheureusement, on ne le sait jamais. Non, c'est l'autre maladie du sommeil dont on parle. Alors, probablement beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous connaissent bien ce type de problème et la relation avec les reins et l'hypertension, mais je pense que c'est intéressant d'en reparler. Donc, cette maladie est une maladie grave qui est transmise par différents types de trypanosomes. Ici, je vous en ai mis un exemple avec la mouche tsetse que je vous montre, qui est la maladie, qui est le vecteur de cette maladie. Comment ça se passe? Eh bien, chez cet animal, la mouche tsetse, il y a le trypanosome qui est introduit par le fait d'avoir été aspiré dans le sang de quelqu'un qui l'a déjà, qui va aller dans le tube digestif de cette mouche tsetse, qui va aller dans le sang, et puis ensuite, un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, cette mouche tsetse peut piquer une personne. Et bien, dans ces cas-là, ce parasite va aller finalement infecter complètement le sang et va aussi infecter le cerveau. Et donc on a tout un cycle qui est très bien connu maintenant sur comment on arrive dans la mouche tsetse à arriver à des parasites matures et comment on arrive à infecter l'homme et comment ça se passe après pour aller dans le cerveau et pour créer cette maladie que vous connaissez qui s'appelle la maladie du sommeil, qui est une maladie très grave. La grande nouveauté, le truc extraordinaire qui vaudra un jour le prix Nobel aux gens qui l'ont trouvé, je peux vous le dire, c'est un gène qui s'appelle l'apolipoprotéine A1. Ne le retenez pas, ça n'a aucune importance. On va l'appeler APOL. APOL 1, APOL 2, puisqu'il y a deux manières un peu bizarres d'exprimer la protéine de ce gène, APOL 1, APOL 2. Eh bien, il y a des biologistes qui se sont aperçus que la protéine qui vient de ce gène, qui est une protéine d'une banalité extrême qui s'occupe de transporter du cholestérol, certains types de cholestérol. Donc c'est très banal, tout le monde a ça, c'est pas une mutation. C'est une manière particulière d'utiliser une protéine, et cette protéine peut être différente d'une personne à personne, mais ce n'est pas vraiment une mutation. Eh bien, ils se sont aperçus que si vous aviez l'état normal, eh bien, que vous aviez un trypanosome à côté, le trypanosome se fout complètement de cette situation-là, il va très bien. Si vous avez par contre dans votre sang cette protéine qui est un peu inhabituelle, qu'on appelle G1 ou G2, eh bien regardez ce qui se passe avec ce trypanosome. Il grossit, il y a plein d'eau qui rentre, et il finit par mourir. Il finit par en mourir. Et donc, cette protéine, qui fonctionne par ailleurs normalement, permet de tuer certains types de trypanosomes, ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors, le gène de cette apolipoprotéine, APOL1, n'est pas distribué au hasard. Il y en a énormément en Afrique centrale. Et quand on regarde, ça c'est la zone infestée par la mouche tsetse. Donc toute l'Afrique centrale, mais vous
vous voyez que vers l'Éthiopie, on n'en a pas. Et quand on regarde maintenant ici, où se trouvent les gens qui ont ce gène un peu particulier, eh bien c'est à peu près la même zone. C'est à peu près la même zone, donc la zone d'infestation de la mouche CC correspond à la zone où il y a plus de gens qui sont capables d'y résister. Qu'est-ce que ça évoque? Ben, ça évoque que la nature, tout à l'heure on en discutait au café, on disait le bon Dieu. Le bon Dieu s'est débrouillé pour faire en sorte qu'il y a 10 000 ans, 20 000 ans à peu près, c'est ce qu'on en comprend, en Afrique subsaharienne, s'est développée une particularité génétique qui a fait que les gens qui avaient cette forme particulière de ce gène résistaient au trypanosome et les autres n'y résistaient pas. Et donc quand vous avez des gens qui résistent, ils font des enfants qui ont de fortes chances aussi d'avoir la même particularité génétique, donc ils vont le transmettre à leurs enfants et donc ça leur donne une force sur le plan de sélection naturelle et ils vont rester beaucoup plus présents, beaucoup plus prégnants dans la population par rapport à ceux qui ne l'ont pas, cette particularité génétique. Et donc de plus en plus, au cours du temps, vous avez des gens qui ont cette particularité génétique qui leur permet de tuer le trypanosome et donc d'être moins sensibles à cette maladie très grave. Alors, il y a eu la traite des Noirs entre le 7e et le 19e siècle. La traite des Noirs a concerné donc, des personnes qui étaient en Afrique et qui ont été enlevées et pris pour être amenées au nord de l'Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, mais aussi en Arabie et aussi dans le Maghreb. Et donc on comprend mieux pourquoi, quand je vous montre les gènes ici, je vous montre l'Afrique, mais je vous montre aussi ici, aux États-Unis, il y en a aussi pas mal. Et donc en fait, ça concerne les gens qui sont noirs et qui ont sans doute des ancêtres qui ont été, font partie de la traite négrière. C'est bien de le dire, maintenant il faut avoir des éléments un peu scientifiques pour le montrer. Ça, c'est le pourcentage de gens à un endroit donné qui ont ce polymorphisme, cette particularité génétique. Eh bien, quand vous regardez en Chine, personne n'a ça. Quand vous regardez au Japon, personne n'a ça. Quand vous regardez en Europe, les gens n'ont pas cette particularité génétique. Quand vous regardez maintenant ces variants génétiques dans la province de Yoruba, que je vous montre, d'accord, cette particularité ici, c'est pas 0%, c'est 38% pour un variant génétique et 8% dans l'autre. Alors vous allez me dire, ok, on a compris, il y a eu un variant génétique, les gens ont été capables de se défendre contre la trypanosomiase, la maladie du sommeil, ils l'ont moins faite, il y a beaucoup de gens qui, Dieu merci, résistent à cette maladie. Et alors, quel rapport avec l'hypertension? Quel rapport avec les maladies rénales? Eh bien, le rapport, c'est ça. Je vais passer un petit peu de temps pour que vous compreniez bien. Ça, c'est le nom des auteurs qui ont écrit les papiers. Alors, il y en a plusieurs ici, vous en avez 6, 7, et depuis, il y en a encore des dizaines qui sont sortis. Et puis ici, l'idée, c'est de se dire quel est le risque relatif d'avoir une maladie rénale, souvent associée à l'hypertension, et le fait d'avoir ce variant particulier. Alors, on exprime ça avec un terme qui s'appelle odds ratio, c'est-à-dire le risque relatif. Quand vous regardez le risque relatif, ici, je ne sais pas si vous voyez avec la souris ici, première étude ici, le risque est multiplié par 5. Deuxième étude, le risque est multiplié par 10. Troisième étude, le risque est multiplié par 16. En dessous, par 11, par 29, par 7. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une forte probabilité, une forte association entre le fait d'avoir cette anomalie génétique, ce qui n'est d'ailleurs pas une anomalie, un polymorphisme génétique, un variant génétique particulier, qui a protégé contre la mouche tsetse, et le fait de développer des maladies rénales. Donc quand on n'a qu'une étude comme ça, on dit, bah, ça ne prouve rien, c'est qu'une étude. Quand on a toutes les études qui racontent la même chose, avec des équipes différentes, des pays différents, des maladies différentes, et qu'on retrouve toujours la même chose, c'est un fait, ça devient un fait. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on comprend pourquoi, mais ça devient un fait. Et donc, à partir de là, il y a d'autres travaux qui ont été faits. Il y a des travaux qui ont dit, mais finalement, est-ce que ça doit changer notre manière de voir plein de choses? La prise en charge des maladies rénales, vous allez voir que ça change des choses. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il suffit d'avoir
déclencheur, ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur, et puis ensuite, les gens qui ont cette anomalie génétique vont aller plus vite en dialyse. Et ben, c'est le sens de cette figure, où en ordonnée, vous avez la survie sans aller en dialyse, et puis vous voyez avec le temps deux courbes qui sont différentes. Si vous avez les deux allèles, c'est-à-dire les deux petits variants, plutôt que 0 ou 1, eh bien, ceux qui sont en orange vont beaucoup plus vite en dialyse que ceux qui sont en bleu. Les bleus n'ont pas ce variant, n'ont qu'une copie, les autres ont au moins deux copies. Et donc, si vous avez plusieurs copies de cette variant génétique, vous exprimez plus le risque d'aller en dialyse. Donc, pour un même problème rénal, ceux qui ont le variant vont aller beaucoup plus vite en dialyse que les autres. Mais le problème, je vous ai entendu parler tout à l'heure de dons et de greffes. Alors, c'est un sujet très important pour nous, enfin pour tout le monde d'une manière générale. Ce n'est pas un sujet médical, au fond. C'est un sujet plus philosophique et de sens de la vie. Mais à Tours, il se trouve que, vous savez sans doute, on a un centre de greffe rénale relativement important. On nous fait à peu près 120 à 140 greffes tous les ans, greffes rénales. On suit à peu près 1500 patients transplantés rénaux qui viennent de toute la région et certaines viennent d'Évreux aussi. Et on a greffé à peu près 2200-2300 patients depuis 1985. Donc c'est une activité pour nous quotidienne. On passe notre temps et notre énergie à faire en sorte que les gens soient suivis au mieux quand ils ont une greffe rénale et qu'ils vivent le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Mais il y a une vraie question qui s'est posée à partir du moment où, en 2010, on a mis ce problème-là en évidence, c'est de dire, mais finalement, si on greffe quelqu'un avec le rein d'un donneur décédé, qui avait ce variant génétique, est-ce que ça change quelque chose? C'est une vraie question. Si on sait que dans ce rein, il se passe quelque chose qui fait que si on l'agresse, eh ben, il va s'abîmer très vite. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Et donc, c'est l'étude que je vous présente ici. Donc, vous avez en bleu les gens qui ont reçu un rein. Donc, le donneur avait ce variant génétique, n'avait pas, en bleu, n'avait pas ce variant génétique, et en rouge, l'avait. Et malheureusement, eh bien, ça a des conséquences. Il y a une autre étude qui vient de paraître qui dit exactement la même chose, donc je vous en fais grâce. Et ça dit la même chose, c'est-à-dire que quand vous regardez au cours du temps, donc en abscisse et en année, de 1 à 7 ans, eh bien, ceux qui ont un rein provenant d'un donneur qui avait ce variant génétique, eh bien, leur rein fonctionne moins bien et le patient qui a reçu ce rein va retourner plus vite en dialyse. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible, une maladie, un variant génétique qui a permis une protection contre une maladie très grave qui est la mouche CC, entraîne des maladies rénales et aussi favorise le retour en dialyse des gens qui ont reçu ce rein et qui mettaient tout leur espoir dans ce rein. Donc la vraie question qui se pose encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est est-ce qu'on doit continuer à prendre les reins de ces donneurs-là? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les gens qui sont receveurs potentiels, est-ce qu'il ne faut pas regarder leur état à eux sur le plan génétique et peut-être leur donner que des reins qui ont eux aussi ce problème-là? Mais alors c'est double dose, quoi, double peine. Vous avez déjà pas de peau, on va vous donner un rein, pas de peau. Donc c'est vraiment la double peine. Donc, mais c'est une vraie question qui est une question pas tellement médicale, qui est éthique en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Et quelle information on donne au receveur? Vous allez recevoir un rein de quelqu'un qui, quand on sait que le rein va déconner plus vite, peut-être que le patient il peut dire mais non, je préfère avoir un autre qui marchera mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des problèmes médicaux ça, c'est des problèmes éthiques, c'est des problèmes sociétaux. Mais on n'a pas réglé ça. Alors, il y a quand même des études qui sont importantes à mener, toutes n'ont pas été menées, mais certaines ont été menées et qui sont intéressantes. Je vous ai dit, l'Afrique centrale, vous voyez toute la zone infestée par la mouche CC, mais si on est d'Afrique centrale et qu'on n'est pas dans une région qui est infestée par la mouche CC, est-ce qu'on a ce risque rénal? Parce que finalement, pour l'instant, c'est de l'association, c'est pas une preuve. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une équipe israélienne qui s'est intéressée à ça. Vous savez probablement que dans les années 80, il y a eu des populations noires d'Éthiopie qui disaient être juives et qui étaient dans une situation dramatique sur le plan simplement de se nourrir. Et donc Israël a décidé d'aller les chercher et de les ramener
en Israël, ou de les amener en Israël, comme vous voulez. Et donc, tous ces personnes qu'on appelle la tribu des Falachas ont été amenées dans les années 80 et années 90. L'opération Moïse, ça s'est appelé, en Israël. Et donc, à partir de là, ils ont vécu leur vie comme n'importe qui, mais il se trouve qu'en Israël, il y a des études de génétique, il y a les moyens pour le faire, et aussi surtout une grosse volonté de faire beaucoup de sciences. Et donc, résultat des courses, ils se sont posé cette question-là. Est-ce que ces sujets qui sont noirs ont le même risque que les autres sujets noirs de la région d'Afrique que je vous ai montré, en sachant qu'eux, ils venaient d'une région où il n'y avait pas de mouche tsetse. Et donc, si on est logique, ils ne devraient pas avoir plus de variants génétiques et ne devraient pas être à risque sur le plan rénal. Et donc, c'était extrêmement important de faire cette étude, une sorte de contrôle. Et quand vous regardez, donc vous avez les Éthiopiens, les Israéliens d'origine éthiopienne, combien d'entre eux ont ce variant? Zéro. Donc il n'y en a pas, pratiquement pas. Et quelle est l'incidence des maladies rénales par rapport aux autres personnes qui ne sont pas noires en Israël? Eh bien, il n'y a pas de surrisque. Donc finalement, c'est comme si on avait une preuve par l'absurde. On avait une association, il y a la mouche tsetse, il y a la résistance, on a les maladies malheureusement rénales derrière, et puis à l'inverse, on est noir, d'accord, mais on n'est pas dans une région infestée par la mouche tsetse, donc on n'a pas de raison d'avoir une sélection naturelle pour lutter contre la mouche tsetse, et du coup on n'a pas de maladie rénale non plus derrière. Donc vous voyez, comme je disais de temps en temps, le bon Dieu est facétieux. Il fait des choses un peu curieuses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi finalement cette protéine qui s'occupe de transporter des lipides a quelque chose à voir avec les reins? En fait, on s'est aperçu que cette protéine s'exprimait pas seulement dans le sang pour finalement transporter des lipides, les HDL en particulier, mais s'exprimait dans différentes parties des reins, podocile, glomérule, et puis dans les artères intrarénales des patients. Donc si on doit faire une synthèse, on pourrait dire le trypanosome infecte la mouche tsetse, la mouche tsetse pique l'homme. Il y a à un moment ou à un autre, il y a 10 000, il y a 20 000 ans, un polymorphisme de gènes, APOL1, qui confère une résistance à ce trypanosome dans les zones d'endémie, ici. Donc il y a une sélection naturelle qui se fait au profit des sujets qui ont ce variant génétique. Il y a la traite des noirs, et puis ce gène va fabriquer une protéine qui, lui, va entraîner plus de risques de développement d'hypertension et de maladies rénales. Donc l'histoire est un peu bouclée, et c'est comme ça qu'on la comprend aujourd'hui. Ce n'est pas les conditions économiques, ce n'est pas les conditions sociales, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Le point essentiel est là. Alors je ne dis pas que tout est dans la génétique, ça serait crétin, mais beaucoup est là-dedans. Alors on doit ces découvertes, moi je pense que c'est toujours intéressant de dire qui a découvert et ça. On doit cette découverte à une équipe de Harvard, dirigée par Martin Pollack, qui est à droite en bas, et puis ils ont décidé de donner le nom G1, G2 à ces variants génétiques, parce que le postdoc qui faisait sa thèse sur le sujet, qui a travaillé là-dessus, il s'appelait Giulio Genovese. Alors ils se sont dit, on va l'appeler ce variant G1 et G2. J'ai trouvé que c'était sympa. C'est rare que finalement on ait des touches à la fois d'humour et d'humanité, et de reconnaissance, comme ça. J'ai trouvé que c'était très bien, et donc ça nous fait tous plaisir de raconter des bonnes histoires, mais c'est important. Alors, je ne vais pas aller dans le détail des choses très très fondamentales, mais il faut que vous sachiez quand même une chose. Il a été dit dans les années 70-80, et d'ailleurs il a été à peu près montré, que les sujets qui ont une hypertension artérielle, par rapport à ceux qui n'en ont pas, ont souvent, pas toujours, mais souvent, moins de tissu rénal. Ils ont moins de glomérules. Vous savez que dans le rein, il y a des unités fonctionnelles dans cette usine. C'est comme si vous aviez des ateliers dans une usine. Vous avez 1 million d'ateliers. Eh bien, ceux qui ont une hypertension artérielle ont plutôt 500 000 ateliers plutôt qu'1 million. Et donc, on peut se dire que c'est pour ça que l'hypertension se développe et aussi pour ça qu'elle est sensible au sel. C'est une raison. Alors, ça a été montré chez le sujet noir, ça a été montré chez le sujet blanc en Allemagne. Mais la question est de savoir, c'est est-ce que ça a un rapport avec ce gène? Et en fait, oui. Avec le temps, on détruit tous des glomérules. Le nombre de glomérules diminue avec le temps, avec l'âge. À 20 ans, on a 1,2 million à peu près, 1 million de ces ateliers, nombre de glomérules, c'est les ateliers dans les reins. Et
puis avec le temps, surtout après 40 ans, alors après 60 ans, je ne vous raconte pas, mais enfin, déjà après 40 ans, on commence à prendre un petit peu, comme dans plein de domaines d'ailleurs, et les choses s'aggravent un petit peu. Donc quand on regarde, c'est important de voir ce qui se passe. Alors ici, vous avez les gens qui ne sont ni noirs et qui n'ont pas de risque particulier vis-à-vis de l'alcool, et vous avez le nombre de glomérules, donc le nombre d'ateliers, au cours du temps, au cours de la vie, 18 ans, 28 ans, 38 ans, 48 ans, 58 ans, donc c'est l'étude autopsique, hein, bien sûr. On regarde à l'autopsie, puis on regarde combien de glomérules on a. Donc les femmes, les hommes, ça ne bouge pas tellement. Ça, c'est les noirs américains, ici, ici et ici. Ceux qui n'ont pas de risque génétique, ceux qui ont un risque génétique, une copie, 2 copies de ce risque. Eh bien, vous voyez, ici, ça ne bouge pas avec le temps. Donc, si l'hypertension apparaît, c'est plutôt de la rigidité artérielle, comme on dit, du vieillissement des vaisseaux. Et puis ici, par contre, vous voyez comme ça se casse la figure. Là aussi, là aussi, là aussi, un petit peu moins. Et donc, il y a bien une relation entre le fait d'avoir un gène particulier et puis s'abîmer un petit peu au niveau du nombre de glomérules. Bon, maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, on a une vision beaucoup plus fine, qui va encore s'affiner, parce qu'il y a des papiers qui sortent tous les mois sur le sujet, pour comprendre comment ça marche. Alors, je vais essayer de vous donner des informations un peu, pas trop techniques, mais qui sont pratiques. Vous savez, quand on a une hypertension artérielle, qu'il est important de prendre en charge cette hypertension artérielle, sinon on a des risques d'accidents vasculaires cérébraux, de problèmes coronariens, de problèmes aussi de déclin cognitif d'ailleurs. C'est très important à savoir. Hein. Le déclin cognitif est le plus important chez les gens qui ont une hypertension artérielle dans la cinquantaine, s'ils ne sont pas bien traités. Et donc, il faut mettre des médicaments. Bien sûr, il faut mettre, faut pas avoir trop de sel, hein. Il vaut mieux manger des fruits, il vaut mieux faire attention à son poids, tout ça c'est très vrai. Mais en plus, souvent, on a besoin de médicaments qui vont permettre de baisser les chiffres de tension et donc baisser le risque de tous ces problèmes cardiovasculaires et ces problèmes rénaux. Donc à partir de là, on peut dire, mais quand on regarde, si on prend des populations dont le risque est réel, populations nord-américaines, qui ont un petit peu d'alumine dans les urines et qui ont des reins qui ne fonctionnent pas tout à fait normalement, on sait qu'ils vont plus vite en dialyse, si on traite cette tension bien, est-ce que ça fait une différence? Et donc on a choisi, on a pris au hasard, plus exactement, un groupe de patients et on a dit, ceux-là, on va tirer au sort, soit ils ont une pression artérielle qu'on va baisser beaucoup, soit on va la baisser normalement, comme n'importe qui, mais pas très très bas. Et donc ça, c'est le résultat de cette étude, avec le temps, selon que vous ayez un risque, c'est en noir, pas de risque, vous ayez en noir, ou un risque génétique dont je viens de vous parler. Et puis le pointillé versus contre la ligne droite, la ligne sans pointillé, la ligne pleine, eh bien c'est si vous avez le traitement pour baisser beaucoup la pression artérielle ou pas. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les gens qui arrivent en dialyse, ici, les rouges ici, eh bien, ce sont ceux qui ont le risque génétique, que la pression artérielle a été baissée beaucoup ou pas. Et donc le dogme, le mythe, je dirais, de dire attention, chez les sujets noirs qui ont beaucoup de tension, enfin qui ont de la tension, il faut baisser le plus bas possible et ils iront moins en dialyse. Ben, ce que ça nous raconte ici, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça qui fait la différence. Ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser élever, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut la baisser cette tension, c'est très important. Et c'est pas la peine d'avoir des objectifs où la tension doit être super basse. Elle doit être normalisée, mais pas super basse, ça sert à rien. On s'est posé exactement la même question en fonction du type de médicament, un médicament plutôt qu'un autre, et là encore, ce qui domine, ce n'est pas le médicament pour faire baisser la tension, c'est le risque génétique. C'est un peu triste tout ça. Mais heureusement, il y a quand même des choses à faire. Les choses à faire, c'est d'abord reconnaître que c'est un problème qu'on a mal compris depuis très longtemps. Je vais arrêter avec cette diapo-là. C'est un problème qu'on a mal compris depuis très longtemps et que maintenant on commence à comprendre depuis le papier de Genovese de 2010 et qu'avant, finalement, on se racontait beaucoup d'histoires, comme souvent, quand on ne sait pas, quand vous avez plein de gens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, et que les gens ne sont pas d'accord, c'est souvent qu'on n'a simplement pas les données pour répondre. Là, en l'occurrence, il faut reconnaître qu'il y a des aspects génétiques majeurs qui font que les sujets noirs américains,
soumises à des infestations par la C, ou d'autres qui sont maintenant dans les Caraïbes, qui sont au nord de l'Amérique du Sud et qui sont en Amérique du Nord, eh bien, ont beaucoup plus de risques que les autres d'avoir une hypertension artérielle et qui a un aspect génétique qui est très fort, qui est extrêmement fort. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on vous dit, vous savez, le fait de fumer, c'est un facteur de risque de cancer du poumon. Personne ne le nie. D'accord, c'est assez clair. Eh bien, c'est le même niveau d'association et de risque pour l'hypertension et ce variant génétique. C'est aussi fort comme risque que celui-là. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ne fument pas et qui ont quand même aussi un cancer du poumon. Donc tout n'est pas dans les gènes, mais quand même, il y a beaucoup de choses. Au-delà, parce qu'on ne va pas tout de suite corriger nos gènes aux uns et aux autres, et vous voyez que selon les situations, le gène peut être un avantage ou peut être un inconvénient. On ne va pas changer nos gènes, donc il faut quand même rester très circonspect. On ne va rien faire sur le gène, mais tout le reste, ça nous appartient. Ça nous appartient, et ça veut dire d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Hygiéno-diététique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'aura plus, dans aucune école dans le monde, des distributeurs de boissons sucrées pour les enfants, on aura gagné beaucoup. Quand on aura une vraie éducation à la santé dans les écoles, pour que les enfants et les adolescents comprennent les risques sanitaires, qu'il y ait moins de tabac, qu'il y ait moins de surpoids, qu'il y ait des bonnes habitudes alimentaires, on aura fait beaucoup. Et puis quand on a une hypertension qui apparaît, quand on aura expliqué aux gens et à leurs médecins, les médecins aussi, que c'est pas la peine d'attendre que les gens aient une hypertension artérielle sévère pour prendre en charge cette hypertension, on aura fait aussi beaucoup. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire manger des fruits, manger des légumes, pas trop être gros, et réduire, plus exactement, avoir une normalisation de l'apport sodé, c'est ce que je dis toujours, c'est pas un régime, c'est juste qu'il n'y ait pas trop de sel. La plupart des gens, s'il n'y avait pas toutes les publicités et les boissons sucrées, etc., probablement qu'ils ne mangeraient pas autant de sel, c'est qu'il y en a partout du sel. Donc il faut normaliser l'apport sodé, c'est très important, c'est encore plus vrai chez ce sujet. Et puis, les médicaments, certainement il y a des médicaments qui sont un peu mieux que d'autres en termes d'efficacité sur la pression artérielle, c'est très vrai, mais il ne faut pas oublier qu'avec le temps, souvent, on a besoin de plus qu'un médicament. Et donc au-delà de savoir par quel médicament il faut commencer, le fond n'est pas là. Le fond c'est il faut avoir des objectifs partagés avec le médecin et son patient sur quelle cible on veut avoir, pourquoi on veut l'avoir, en combien de temps on veut l'avoir, et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur ce problème dont on pourrait parler pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Je vous remercie pour votre attention.